Chers amis de sarfati.com, bonjour à toutes et tous. Je me trouve aujourd'hui à Tel Aviv. J'ai dû faire le déplacement parce que je me posais beaucoup de questions sur un sujet qui vous taraude dans la tête, vous aussi. Il s'agit des régimes. Des régimes, on en fait toute l'année, on en fait constamment, en période estivale, mais aussi en hiver, tout le temps, et nous ne trouvons pas de solution. À chaque fois, c'est le yo-yo. On prend du poids, on perd du poids. Il y a énormément de solutions, mais finalement, on revient à l'état initial et je suis venu voir aujourd'hui une psychothérapeute qui m'a dit Stivo, moi j'ai une bonne méthode, la vraie méthode pour perdre du poids. Et je me trouve aujourd'hui en compagnie de Sarah Israël. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors Sarah, moi, tu m'as expliqué ça au téléphone, on en a discuté pendant une bonne heure, mais je voudrais te dire que moi, je n'ai pas bien compris. Et honnêtement, je n'y crois pas trop. Les gens vont se dire, mais on peut maigrir aujourd'hui sans faire de régime. Alors, moi, je pose plutôt la question à ces personnes qui se demandent la même question que toi. C'est, est-ce qu'un régime marche? Est-ce qu'on peut maigrir vraiment avec un régime? Oui, on peut maigrir avec un régime. La preuve, les gens maigrissent en faisant des régimes. Il y a toutes sortes de régimes. Il y a le régime du camp, il y a Weight Watcher, il y a d'innombrables régimes. On en voit partout dans les magazines. Il y a des sujets entiers qui sont traités sur les médias, notamment à la télévision. Et les gens perdent du poids. Alors, quand tu dis que tu perds, si tu reprends 1 an plus tard, 6 mois plus tard, voire 5 ans plus tard, tu perds pas vraiment. Tu reprends. On reprend toujours avec un régime. On perd pas vraiment avec un régime. On perd sur un temps limité, mais tu perds pas vraiment. Moi, ce que je propose, c'est de maigrir définitivement. Ah. C'est-à-dire qu'on ne reprend jamais. Parce que par exemple, le régime du camp, tu perds très très vite. Et tu reprends très très vite, et tu reprends généralement 10 kilos, parfois plus. Donc c'est assez catastrophique comme résultat. Et presque tous les régimes sont comme ça. Même un régime très léger, même le régime le plus léger, le plus équilibré, à un moment ou à un autre. La personne, elle va perdre, elle va être très contente de perdre, mais quoi qu'il se passe, ça va reprendre. Donc 90% de personnes qui font un régime reprennent sur 5 ans. Alors ça, je te le confirme, moi j'ai tout essayé. Enfin, pas tout, mais j'ai essayé pas mal de choses. Le dernier en date, c'était de ne pas manger le soir. On m'a dit que c'était une très bonne méthode, ça m'a fait fondre de 10 kilos. Alors, je ne sais pas si ça se voit, je suis désolé, mais en tous les cas, après 10 kilos, paf, et je crois que j'ai dû en prendre 1 ou 2. Donc, ce qui m'embête réellement, je me dis, il n'y a vraiment pas de solution et beaucoup de personnes se demandent, est-ce qu'il y a une solution? Il y a une parade à ça, est-ce que je vais pouvoir enfin perdre du poids? Mais perdre du poids, c'est aussi contraignant parce qu'en fin de compte, il faut toujours se priver. On ne peut pas manger le soir, on ne peut pas bien manger non plus le midi, on fait attention à toutes les calories. Les graisses, on ne peut pas se permettre non plus lors de réceptions familiales de bien manger ou de kidouche à la synagogue. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, Sarah? Alors avant de trouver la solution, moi je te propose de penser au problème en fait. D'où vient le problème d'une personne qui est en surpoids? Une personne en surpoids, c'est quoi? Ça peut être thyroïdien, ça peut être les nerfs, ça peut être une personne qui aime manger, tout simplement. Il y a de multiples raisons à la prise de poids. Alors il y a un point commun. Il y a un vrai point commun avec toutes les personnes qui ont une prise de poids, c'est qu'en fait, ils ont un mauvais comportement alimentaire. C'est-à-dire qu'ils ont une mauvaise relation avec la nourriture. Et moi, c'est là où je change. C'est là où est ma thérapie. Je change la relation que la personne a avec la nourriture. Une personne qui est en surpoids, il faut vraiment pas penser à ça. Une personne qui est en surpoids, c'est pas quelqu'un qui va aller manger tous les jours de la pizza, des hamburgers. Justement, quelqu'un qui est en surpoids va énormément faire attention. Elle va manger beaucoup de fruits et de légumes en réalité. Elle va d'un coup des fois se lâcher et manger beaucoup de choses grasses, mais finalement, généralement dans son quotidien, elle se prive beaucoup. Elle se prive bien plus que même quelqu'un qui n'est pas en surpoids. Quelqu'un qui n'est pas en surpoids mange tout ce qu'il a envie. Donc il y a quelque chose de très contradictoire là-dedans, parce qu'on dit à quelqu'un qui est en surpoids, mange beaucoup de fruits et légumes. Mais généralement, ce sont des gens qui mangent des fruits et des légumes, qui essayent de faire attention, qui font beaucoup de régimes, qui donnent le maximum qu'ils peuvent. Et quand ils n'y arrivent pas, on leur dit, et même eux ils le pensent sincèrement, c'est à cause de moi, j'ai pas assez de volonté. Mais la nourriture, c'est pas une histoire de volonté. La nourriture, c'est quelque chose de naturel. C'est comme dormir, c'est comme respirer. On ne peut pas modifier là-dessus. On ne peut pas dire à une personne, va falloir que tu arrêtes de manger. Si la personne arrête de manger, elle va mourir. Et j'irai même plus loin, on ne peut pas lui dire arrête de manger du sucre. Elle a besoin de sucre, elle a besoin de féculents, en fait elle a besoin de tout. Moi, en fait, généralement une personne qui est en surpoids, c'est une personne qui ne va pas manger pour de bonnes raisons. Elle va manger parce qu'elle est stressée, parce que ça va pas, parce qu'elle s'ennuie. Et en fait, lorsqu'on mange pour ces raisons-là, peu importe ce qu'on va manger, c'est à ce moment-là en fait qu'on prend beaucoup de poids.
Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est la première raison. Mais beaucoup de personnes, en fait, sont aujourd'hui en surpoids à cause même des régimes. Tous les régimes qu'ils ont fait sont basés sur quelque chose. Tous les régimes ont un point commun. Du corps jusqu'au régime le plus équilibré ont un vrai point commun. La frustration, l'interdit. Tout ce que vous allez interdire à votre cerveau va en le vouloir. Si là, par exemple, Steve, je te demande de ne pas penser à un éléphant rose. Surtout, tu ne penses pas à un éléphant rose. Ne pense pas à un éléphant rose, ne pense pas à un éléphant rose. Quoi tu penses là? Un éléphant rose. Bah oui. Et c'est ça en fait le problème d'un régime. C'est qu'on demande à une personne, on lui interdit un aliment. Mais le cerveau, il ne fonctionne pas comme ça. Le cerveau, il a envie de cet aliment après. Même s'il n'en avait peut-être pas envie à la base, il en a vraiment envie. Donc moi, la personne, c'est important qu'elle sache quand elle vient dans mon cabinet, tout est autorisé. Plus rien n'est interdit. Ah, c'est-à-dire même le sucre, les burgers, les pizzas? Tout. Alors on me dit que la pizza, généralement, c'est le pire aliment Pourquoi? à éviter. Je sais pas, moi, c'est un médecin qui m'a dit ça. Il dit attention, la pizza, vraiment, c'est quelque chose, il n'y a pas pire, quoi. J'ai entendu sur beaucoup d'autres aliments qu'il n'y a pas pire. Aujourd'hui, il y a une idée de tel aliment est interdit, tel aliment est interdit. Peut-être qu'il y a des vraies raisons là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelqu'un doit manger de tout, doit se faire plaisir. Parce que la nourriture n'est pas qu'un besoin, c'est aussi un plaisir. Et c'est hyper important de se faire plaisir. La nourriture, le sucre, la matière grasse, en fait, lance de la dopamine dans le cerveau. Et ça donne un vrai plaisir. Et ça, on ne peut pas interdire à quelqu'un. On peut peut-être lui interdire 1 mois, 6 mois, 1 an maximum de se faire plaisir avec la nourriture. On ne peut pas lui interdire définitivement. Donc ça ne sert à rien. Mais quand on se dit qu'on se fait plaisir, moi, si je me fais plaisir, je vais manger tout ce que je veux. Évidemment que je vais prendre du poids. Donc ça tient pas, cette histoire. D'accord. Alors, il y a 2 raisons que tu vas manger, peut-être tu vas te dépasser. La première, c'est parce que tu vas être dans l'interdit, c'est-à-dire que tu vas avoir l'impression que tu culpabilises, que tu t'interdis des choses, donc tu vas te jeter dans la nourriture parce que quelques semaines avant, tu n'avais pas mangé ça. Donc tu vas te jeter là-dedans. La deuxième raison, et c'est là où je travaille, c'est peut-être qu'en fait, tu vas manger parce que ça va pas. Parce que tu t'ennuies, parce que tu es triste, parce que tu es anxieux. Et c'est ça aussi le vrai problème d'une personne qui est en surpoids. Et c'est là où je travaille avec elle. En fait, cette personne-là s'est fait un ancrage. Je te donne un exemple. Il y a des gens, quand ils étaient plus petits, ils rentraient chez eux, leurs parents n'étaient pas là. Ils s'ennuyaient, ils étaient tout seuls. Alors ils ont trouvé un ami, la nourriture. Puis ils ont été manger, ils ont ouvert le frigo. Puis à ce moment-là, ils n'avaient pas faim, ils mangeaient pas parce qu'ils avaient faim, ils mangeaient même pas par plaisir, ils mangeaient pour passer le temps, pour avoir quelque chose à faire, quelque chose qui les accompagne. Bah ça, on appelle ça un ancrage. Ils ont fait ça pendant 1 année. Et après, à chaque fois maintenant qu'ils ne vont pas bien, leur cerveau va dans la mémoire et se rappelle de ce moment. Et donc, ils vont manger. Ils vont manger parce que ça ne va pas bien. Alors ça, à ce moment-là, même si tu manges de la salade et des fruits, c'est mauvais ce comportement. Si tu manges parce que tu ne vas pas bien, ça ne sert à rien. Oui, si on va s'acheter 1 kilo de salade et qu'on n'aime pas ça, alors on se dit on va se bourrer le ventre. Et finalement, il y a une espèce de frustration parce qu'on avait envie d'autre chose. Bien sûr. Et voilà. C'est ça qui est important, c'est que je demande beaucoup aux patients d'écouter leurs besoins, d'écouter leurs envies, mais ne pas écouter, de travailler plutôt sur leurs angoisses. De ne pas, quand ils sont angoissés, d'aller manger. Parce que ça, c'est le pire, parce que quand on mange parce que ça ne va pas, alors là, il n'y a pas de limite. Donc il faut manger en réalité quand on a faim, tout simplement? Oui, tout simplement. C'est un travail. C'est un travail quand une personne a détruit. En fait, à la base, c'est naturel tout ça. Là, ce qu'on est en train de parler, une personne qui n'est pas en surpoids, demande-lui. En fait, elle a une relation très naturelle avec la nourriture. Elle mange quand elle a faim, elle mange avec plaisir. Quand elle est angoissée, bah, elle fait autre chose. Elle ne mange pas spécialement. Demande-lui ça. Et justement, une personne qui est en surpoids n'a pas cette relation. Et elle ne l'a pas pour plein de raisons. Pas à cause des régimes. Quand elle était petite, justement, cet exemple que j'ai donné, elle rentre chez elle, elle mange. J'ai le souvenir de camarades d'ailleurs dont les parents étaient obligés, lorsque j'étais à l'école, étaient obligés de mettre des clés sur les éléments de cuisine pour que l'enfant ne puisse pas manger en leur absence lorsqu'ils rentraient de l'école. C'est un très très bon exemple que tu donnes. Est-ce que c'était bon ou pas bon de faire ça? Mais c'est catastrophique de faire ça. On interdit. On met un interdit devant la nourriture. Oui, mais dans ces cas-là, le gosse, il rentre de l'école, il voit ses copains manger des goûters ou il les entend au téléphone. Alors il se dit, moi je veux prendre des chips. Et puis après, il va dîner 2 heures après. Donc, écoute, ça fait grossir quand même. Bien donc sûr. les parents, à juste raison, à juste titre, se disent, écoute, je vais fermer le placard.
Tout simplement. C'est pas la bonne solution. Non, On peut ce le dire n'est aux pas parents la bonne aujourd'hui, ça? On peut dire que c'est vraiment pas du tout la bonne solution. La bonne solution, déjà un enfant, si on ne le frustre pas, si tout va bien, il n'a pas de problème avec la nourriture. Oui, c'est enfin, naturel. Il y a une mère qui va venir t'amener sa fille et dire regarde, tu me dis ça, mais ma fille c'est une dinde. Donc qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Eh bien, moi j'essaie. Elle a 14 ans, dans 4 ans, je pourrais même pas la marier. Non mais c'est vrai. Non mais il faut dire les choses comme elles sont, Sarah. Franchement. Oui. Non mais c'est bien, moi je dis les choses comme elles sont et d'ailleurs on va laisser cette séquence parce que c'est très spontané. Ah non, je rigole. non, faut pas faire ça. Alors attends, on va revenir, c'est un très bon exemple ce que tu m'as dit par rapport à interdire à l'enfant. Déjà comme j'ai expliqué, l'enfant a une bonne base avec la nourriture. C'est naturel, la relation avec la nourriture, c'est naturel. On n'a rien à apprendre en fait. Le problème c'est ça, c'est justement si j'interdis à l'enfant quelque chose. Là, c'est catastrophique, surtout les enfants, ils aiment tout ce qui est interdit. Et il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui aiment certains aliments, même énormément de personnes qui aiment certains aliments, non pas parce que c'est bon, mais parce que c'est interdit. Et là c'est catastrophique parce que finalement ils ne goûtent pas vraiment les aliments tels qu'ils sont, ils les goûtent avec l'interdit. Et justement, ça leur rappelle que quand ils étaient petits, il y avait ce placard qui était fermé. J'ai beaucoup de patients qui me racontent de ça, que comme ils avaient un peu pris de poids, alors justement les parents ont paniqué et ont fermé les placards, ont interdit tel ou tel aliment. Mais déjà, il faut savoir, c'est que beaucoup d'enfants ont quelques kilos en trop et les médecins paniquent beaucoup, les parents aussi paniquent beaucoup. Il faut d'abord chercher pourquoi l'enfant est en surpoids. Mais des fois, les parents aussi sont obèses, donc l'enfant reproduit le même truc. Oui, déjà, il y a ça. L'enfant a vu peut-être les parents manger alors qu'il n'y avait pas besoin de manger. Bah, évidemment, si les parents s'empiffrent tous les jours, le gosse reproduit. C'est pour ça qu'il faut... comme pour les divorces, d'ailleurs. Hein. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'il faut chercher pourquoi. L'enfant, est-ce qu'il mange en cachette? Est-ce qu'il mange quand ça va pas? Il mange quand il est angoissé? Il faut voir pourquoi. Sinon, si finalement l'enfant a une très bonne relation avec la nourriture, en fait on se rend compte que l'enfant n'a pas de problème. Il y a des enfants qui sont un peu en surcharge, mais rien de catastrophique. Et c'est juste parce qu'ils n'ont pas encore fini leur croissance. Genre que tu as déjà vu beaucoup d'enfants qui étaient un petit peu bouboules avant l'âge de 13 ans, et puis à partir de 13 ans, ils ont grandi de 15 cm et puis se sont vraiment affinés. Donc ça aussi, il faut prendre en compte, et que des médecins parfois disent aux parents, voilà, votre enfant est un peu en surcharge. Et donc à ce moment-là, l'enfant fait un régime. Les parents font un régime à l'enfant alors que c'est pas... Ah oui, j'en ai vu un carrément, les parents l'ont mis à l'hosto hein, pendant 15 jours pour Mais ça, maigrir. c'est catastrophique de mettre un enfant en régime. Parce que déjà pour nous, en tant qu'adultes, c'est catastrophique le régime. Psychologiquement et physiquement. Mais alors pour un enfant, c'est pire. Parce qu'un enfant, il ne comprend pas pourquoi il n'a plus le droit de manger. Il croit qu'il est même puni. Il voit ses amis en train de manger, il se dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui, surtout qu'il y en a qui prennent pas de poids. Moi, j'ai un copain, il mange une baguette entière, il prendra pas un kilo. Moi, je prends 2 cuillères de couscous, je vais avoir 2 kilos dans la balance le lendemain matin. Alors, comment on peut expliquer ces dénatures? Alors, justement, c'est intéressant. Si je mange, par exemple, un pain entier et que j'ai faim, je prends pas, j'ai faim. Par contre, si je mange 2 cuillères de couscous, j'avais pas faim. C'était juste comme ça, parce que c'était devant moi. Elles vont faire grossir. C'est elles qui font grossir. Une personne qui mange parce qu'à la fin ne grossit pas. Et justement, on peut vraiment juste... pour trouver une solution pour maigrir sans régime et à long terme, on peut s'inspirer de personnes qui n'ont pas de problème de poids. Et on voit leur relation. Et leur relation avec la nourriture est vraiment quelque chose de naturel. Ils réfléchissent pas trop. Nous, les personnes qui sont en surpoids réfléchissent beaucoup à cause de leur surpoids. Est-ce que c'est ça j'ai le droit de manger? Est-ce que ça j'ai pas le droit de manger? Ça fait plus grossir. Mon médecin il m'a dit que ça c'était interdit. Il y a toute une vie concentrée sur la nourriture. Quelque chose même qui pèse, quelque chose qui est vraiment à la fin, qui peut même détruire la relation avec la nourriture. Et une personne qui n'a jamais eu de problème de poids, justement, on peut le voir. Elle a une relation très simple avec la nourriture. Tiens, j'ai faim, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Je mange ça. Point final. À pas chercher plus loin. Et cette personne, généralement, lorsqu'elle est triste, tu peux le voir, elle est angoissée, elle va jamais aller voir la nourriture. Tout à fait. Donc ça aussi, c'est ça vrai. qui est très important dans ma thérapie, que je mets en relief, c'est justement changer ce rapport. C'est-à-dire que quand je suis triste, finalement, je vais pas vers la nourriture. Et ça, il y a des techniques, des ancrages. J'utilise une thérapie qui s'appelle justement l'imagination active. Et on aide aux patients à changer de comportement. Quand on est triste, parce que dire à quelqu'un... maintenant, il va falloir arrêter que quand tu es triste, tu manges. Il va me dire, oui, évidemment, je suis au courant que ça sert à rien.
Mais son inconscient, non. Et justement, on va faire des petites techniques. L'imagination active ressemble beaucoup à l'hypnose. Ce sont des techniques. On endort un peu le patient, on le relaxe. Et puis on lui demande d'imaginer telle ou telle chose. Et de répéter sans arrêt cette imagination pour que justement, au bout d'un moment, lorsque cette personne est angoissée ou elle est triste, elle arrête d'aller vers la nourriture et elle s'occupe plutôt de son problème. Parce que c'est ça, parce que c'est là où la nourriture devient une dépendance. Et alors quelqu'un qui est boulimique, qui a tout le temps faim, je dis bien faim, hein, qui n'est pas forcément angoissé, mais qui a faim. Donc dans ce cas-là, elle va manger tout le temps, elle va prendre du poids. Justement, alors quelqu'un généralement qui a tout le temps faim, déjà elle n'a pas tout le temps faim physiquement, on ne peut pas avoir tout le temps faim physiquement. Il y en a qui se lèvent la nuit, c'est-à-dire que c'est récurrent quoi. C'est en fait plutôt, donc c'est quelque chose de psychologique, c'est vraiment sentir un vide. Avoir un vide à l'intérieur de soi et devoir le remplir avec quelque chose. Ça peut être un vide sentimental même. C'est généralement ça. Et donc ces personnes-là ont trouvé une solution, c'est de le remplir avec la nourriture. Donc il faut changer ce problème. Il ne faut pas l'interdire à la personne en disant bon, il va falloir arrêter de manger maintenant. Ou lui faire un régime, ça ne sert à rien. Ce sont des techniques qui ne servent à rien et c'est prouvé. C'est-à-dire que chaque personne qui a fait un régime a repris un moment ou un autre. Donc c'est intéressant de voir que beaucoup de personnes font des régimes, ça ne marche pas. Vraiment, ça ne marche pas. Et donc, elle se dit, ah tiens, peut-être c'était le régime qui marchait pas. Peut-être que c'était pas la bonne solution. Non, qu'est-ce qu'elle va se dire, cette personne-là, c'est de ma faute. Alors, comment tu expliques que le régime, par exemple, la technique Weight Watcher, où on peut manger tout ce qu'on veut également, où il n'y a pas de privation, mais il y a un certain nombre de points dans la journée qu'on ne doit pas dépasser. Mais en fin de compte, on peut manger son burger à midi et ses frites. Et le soir, pour pas dépasser de points, on mange de la salade. Est-ce que c'est une bonne solution? Non, pas du tout, parce que c'est pas ça la solution. La solution n'est pas de pas manger. La solution est de ne pas manger par rapport à un livre, par rapport à des gens qui nous disent bah voilà, va falloir manger tel ou tel aliment ou tel point. Il faut pas faire ça. C'est comme encore une fois, la nourriture est quelque chose de naturel. Il faut manger par rapport à soi-même. Ça ne sert à rien d'aller voir un diététicien et de lui dire ah, à votre avis, qu'est-ce que moi je dois manger? Bon, le diététicien, il va vous faire un régime. Ah oui, il va te donner du fromage 0%, une tonne et puis surtout qu'il va vous faire quelque chose qu'il a donné à 10 000 personnes. Il va jamais prendre votre personnalité en compte, vos besoins physiques en compte. Il sait pas du tout. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de diététiciens. Je vais vous donner vraiment un exemple d'un régime très équilibré, hein, qui disent à leurs patients, bah voilà, il va falloir manger beaucoup le matin. Beaucoup le matin. Comme ça, t'es bien rempli, puis la journée, t'as pas faim. C'est ce qu'on nous dit, il faut très bien manger le matin. C'est faux. Si les gens ont faim le matin, oui, qu'ils mangent. Mais moi, je connais beaucoup de patients qui n'ont pas du tout faim le matin. Alors il faut qu'ils mangent rien. Pardon? Il faut qu'ils mangent rien le matin. S'ils n'ont pas faim. Enfin, quand même, ne pas manger le matin, c'est... Si on n'a pas faim, si notre corps n'en a pas besoin, pourquoi manger quelque chose que notre corps n'a pas besoin? C'est important quand même. Non, au moment où le corps a besoin de nourriture, il nous le fait savoir. Enfin, il ne faut pas sortir le ventre vide, donc il faut quand même se mettre quelque chose. Donc qu'est-ce qu'on conseille à ce moment-là? Eh bien, on conseille à la personne de ne pas manger. La personne doit manger quand elle a faim. Tout simplement. Là, ça ne sert à rien de manger lorsqu'on n'a pas faim. La faim, la nourriture, on mange parce qu'on a faim. On ne mange pas pour d'autres raisons. Alors quand on mange, par exemple, le matin, j'ai envie de viennoiserie. C'est très mauvais les viennoiseries, tout le monde le sait. Pourquoi c'est mauvais? Bah, il y a beaucoup de graisse, la margarine c'est pas bon pour la santé. En même temps, si c'est au beurre, c'est pareil, ça fait enfler. Alors tu vas peut-être me contredire là-dessus, oui. Mais c'est quand même prouvé que c'est quand même quelque chose de très très calorique. On dit que pour un croissant, il faut une demi-heure de jogging. Et donc moi je suis pas très copain avec le jogging ni le sport, donc c'est un petit peu embêtant, mais je dirais quand même que finalement, alors, si on mange cette viennoiserie et qu'on a faim par exemple de 2 pains au chocolat, il ne faut pas en prendre un troisième, c'est-à-dire un supplémentaire, si on n'a plus faim après le second, c'est ça? Alors. Mais si on a faim, jusqu'à 5 pains au chocolat. Ouais, il va falloir manger. Ah ben dans ce cas-là, on sort dans un état catastrophique. Non, pas du tout. Je vais te donner un exemple, d'accord? Est-ce qu'il faut manger à sa faim ou manger quand on a faim simplement, mais de façon mesurée, ou manger à sa faim, c'est-à-dire jusqu'à qu'on soit rempli, quoi? Jusqu'à qu'on ressente qu'on n'a plus faim. Il y a la faim et il y a ne plus avoir faim. Et quand on a faim, il faut arriver au stade de ne plus avoir faim. Et je vais te donner un très bon exemple. Tu m'as donné l'exemple du viennoiserie, tu m'as dit voilà, ça fait grossir, c'est pas très bien, tout ça. Moi, je crois pas trop à toutes ces calories. D'ailleurs, moi, mes patients peuvent manger tout ce qu'ils veulent. Alors, moi, mes patients, ils veulent vraiment manger ce qu'ils veulent.
Du moment que c'est eux qui le veulent. Et pas moi qui leur demande de manger telle chose. Et je vais te donner un exemple. Il y a la pomme et la banane. D'accord? La pomme est vraiment le fruit qui représente le régime. Qui représente justement le fruit qui fait pas grossir, qu'on peut manger sans arrêt. Ah oui, moi je vois toutes ces femmes qui sortent cette pomme hypocrite pendant l'Ulpan. Oui. Je les vois à 10 h du matin, elles ont une pomme verte dans les mains, mais en vérité... Ah, mais même toutes les publicités de maigrir, on voit la pomme. Alors, et puis on a de l'autre côté un autre fruit. D'ailleurs, tous les diététiciens ont justement cette phrase intéressante. Manger tous les fruits et les légumes, sauf la banane. Et le raisin aussi, c'est pas bon. Ouais, ça. Alors, et puis alors, on a la banane à côté qui a vraiment une très mauvaise réputation. On dit ça fait grossir, enfin voilà. Imaginons que j'ai la pomme et la banane devant moi. J'ai vraiment faim. D'accord? J'ai un petit creux, je dois manger le soir. Il faut que je remplisse quelque chose. Il faut que je m'en remplisse parce que je me vois pas avoir faim jusqu'à 8 h du soir. Donc j'ai la pomme et la banane. D'accord? La pomme vaut 60 calories, la banane vaut 90 calories. Je mange la pomme parce qu'on m'a dit que voilà, il faut que je mange la pomme. Je commence à manger la pomme et en fait, ce qui se passe, c'est que déjà dans la pomme, il y a de l'acide. Et puis en plus, la pomme, quand on la mange, on fait comme ça. On mâche. Donc l'intestin croit qu'on va lui donner beaucoup. Et donc en fait, je mange la première pomme. Puis la première pomme, je suis pas du tout rassasiée. Hein. Je sais pas si t'as déjà été manger une pomme, est-ce qu'on est rassasié? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, on a même encore plus faim. D'accord? On est déjà à 60 calories. Je me dis, bah j'ai encore faim, il va falloir que je mange une deuxième pomme. Je remange une deuxième pomme, ça empire même la situation. C'est-à-dire que j'ai vraiment faim et mon intestin il comprend pas depuis tout à l'heure. Il a l'impression que je vais lui donner beaucoup à manger. Troisième pomme. D'accord? Ça s'arrête pas. J'ai mangé vraiment, à la base j'étais à 60 calories la pomme, je multiplie ça par 3. Si je mange une banane qui a un tout petit peu plus de calories, à 90. Et ça cale bien. Ça cale totalement. Et là, j'ai mangé ce que je voulais et je suis remplie directement. Quand tu vas essayer de chercher un aliment qui ne fait pas grossir, parfois cet aliment ne te remplit pas. Donc tu vas manger bien plus. Et encore. Et encore. Et en fait, à la fin, tu arrives au même nombre de calories que si tu avais mangé tout simplement un croissant. Parce que, par exemple, comme je disais, un croissant qui a bien plus de calories peut-être que d'autres aliments, bon, au bout d'un, on peut être vraiment rassasié, on peut être rassasié même au bout de deux. Il y a des aliments, il va falloir les manger beaucoup, une quantité pour être rassasié. Donc, en fait, l'histoire des calories, c'est un peu trompeur. Parce que ce qui n'a pas beaucoup de calories ne cale pas vraiment. Donc, j'en mange bien plus. Là où il y a des calories, cale bien plus, donc j'en mange moins. Est-ce que tu arrives à comprendre? Oui, j'ai compris, c'est bien une sorte sûr. d'équilibre. Et donc, finalement, c'est pour ça que moi, je demande vraiment à mes patients, mangez ce que vous voulez. Alors, à propos de patients, justement, maintenant que tu nous as donné la solution, on peut se dire, bah tiens, j'ai vu cette émission, je vais faire ça, j'ai pas besoin d'aller voir cette fille, j'ai pas besoin d'aller voir Sarah, je vais faire ça. Alors, donc, alors quel est l'intérêt maintenant de venir te voir? Ah ouais, t'es très jolie, franchement, c'est très agréable d'être en face de toi, mais quel est l'intérêt de venir prendre place ici et discuter avec toi de tout ça sur plusieurs séances? Alors, déjà, ça se fait pas du jour au lendemain de manger ce qu'on veut quand on a été autant frustré, d'écouter son corps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a vraiment beaucoup de patients qui ont besoin de beaucoup de séances, beaucoup d'aide, de quelqu'un qui est derrière eux et qui leur disent, qui leur donne confiance sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils aiment plus, sur quand ils ont faim, quand ils ont plus faim. Donc c'est vraiment un travail, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas en regardant la vidéo en disant bon ça y est demain c'est fini. Et puis la deuxième chose qui est très importante dès que je m'occupe, c'est justement changer le comportement alimentaire. Quand la personne est anxieuse, finalement d'arrêter d'aller manger. Pour ça, elle a besoin de venir me voir. Là, je vous ai expliqué un petit peu comment ça se passe, mais pour ça, pour qu'on fasse la séance d'imagination active, il faut qu'on fasse ce travail. Elle peut pas le faire elle toute seule. Elle a besoin d'aide d'un thérapeute justement dans cette technique-là. D'accord, c'est valable pour tout le monde, les enfants, les hommes, les femmes, ceux qui ont un poids morbide aussi. Bien sûr. Donc c'est valable pour tout le monde. Femme enceinte, je pense pas quand même. Non, non, pas du tout. Femme enceinte, elle prend du poids parce que justement, bon, elle est enceinte, mais elle peut, si elle a un problème de comportement alimentaire, elle peut venir me voir, c'est pas lié. Alors avec toi, pas de complément alimentaire à prendre? Non, pas de du tout. médicaments recommandés? Non, pas de médicaments. C'est vraiment totalement naturel. Voilà. Et puis on mange vraiment ce qu'on veut. Donc. Et ça, il n'y a pas de là-dessus. Je vais rien. Donc ça peut être la côte de bœuf, la kémia du Shabbat. Oui. Non mais c'est vrai, on peut s'empiffrer de fricassé au kidouche. Sérieusement? Oui, tant qu'on en a envie. Mais c'est vraiment tout ça en fait. Tant qu'on en a vraiment besoin et envie. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, quand on prend un kidouche par exemple, c'est vrai qu'on est assez rassasié. Hein. On mélange ça avec de l'alcool généralement. Et quand on arrive à la maison, on n'a plus vraiment faim. Et notre femme nous sert, ou bien on se sert,
un plat, le plat principal. Donc là, il faudrait arrêter de le manger? Alors en fait, Il faudrait pas le manger? Alors, justement, encore une fois, on peut comment dire, voir par rapport aux gens qui n'ont pas de problème de poids, comment ils font. Ces personnes-là, comment ils font pour arriver le soir à Shabbat et qu'ils aient faim? Comment ils font quand ils vont au mariage pour avoir faim? Parce que finalement, ces gens-là, généralement, mangent vraiment quand ils ont faim. C'est intéressant ce qu'ils font, ils le font naturellement, ils se sont jamais dit, ils n'ont jamais fait une thérapie pour ça. Ils se disent plutôt, par exemple, je vous donne un exemple. Tu as un mariage ce soir, et tu sais qu'un mariage, on mange beaucoup. On mange de tout, c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose même de très bon. Il y a beaucoup de plaisir et beaucoup de gourmandise et beaucoup de... Et justement, il y a plein de pas et tu veux avoir faim. Ce sont des buffets avec plusieurs postes, donc c'est vraiment oui, voilà. délicieux. Hein. Et donc, tu veux manger le soir. Une personne qui n'a pas de problème de poids, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, tiens, ce soir, j'ai un mariage. Et inconsciemment, elle va vraiment marcher comme ça toute la journée. Elle va manger assez légèrement dans la journée. Mais sans se le dire elle-même, c'est-à-dire elle va juste manger légèrement. Genre un peu là, voilà, un peu à sa faim, mais très léger. On va pas aller manger un hamburger et une pizza dans la journée. Parce qu'elle sait, parce qu'elle va provoquer le fait qu'à 8 h, lorsqu'elle arrive au mariage, elle ait faim. Elle veut avoir faim à 8 h. Donc elle va provoquer cette faim. Et donc justement, avec les patients, je travaille là-dessus. Quand ils me disent comment je fais, moi à Shabbat, il faut que j'ai faim parce qu'il y a tellement à manger. C'est copieux. Oui, bien sûr. Alors moi, je veux qu'ils mangent à Shabbat. Je veux pas qu'ils deviennent insociables, mes patients, et qu'ils mangent plus du tout avec leur famille parce qu'ils n'ont pas faim. Moi, je veux juste qu'ils provoquent leur faim. Comment on provoque sa faim? Bah, tout simplement, si on mange très léger dans la journée, et puis avant 8 h, j'arrête de manger à partir de 4 h, c'est sûr qu'à 8 h, je vais avoir très faim. Tu comprends? En fait, c'est des choses naturelles qu'une personne... Mais on va se vautrer sur la nourriture. Pas spécialement, on va manger à sa faim. Bah, quand t'as pas mangé toute la journée, quand même. Non, je n'ai pas demandé que la personne ne mange pas toute la journée. Je dis que la personne mange plus légèrement. Mais encore une fois, ça, c'est pas moi qui va lui dire quoi manger, c'est elle va le faire naturellement. Elle sait que le soir, il faut qu'elle ait faim. Bah, elle va manger doucement, elle va manger moins dans la journée. C'est des choses que vraiment des personnes qui n'ont pas de problème de foie le font naturellement. Ils se posent même pas la question, dès le matin, ils mangent très légèrement, ils mangent. Ils veulent pas mourir de faim dans la journée. Mais à 8 h, ils veulent bien avoir faim, donc ils vont provoquer cette faim. Donc quand on mange à ce buffet-là, et qu'on a mangé de tout, on est généralement plein, est-ce qu'après, si on n'a plus faim, on doit s'abstenir de manger le plat principal lorsque la fête commence? Si on n'a plus faim, oui. D'accord, donc c'est plus nécessaire de manger, et à ce moment-là, on ne prend pas de poids, et on en perd? Totalement même. C'est fantastique. Moi, je demande à essayer. Oui. Et je reviendrai. Voilà, je reviendrai parce que il est important quand même, je trouve, d'essayer des nouvelles solutions. Bien sûr. Puisque là, dans ce cas-là, on n'est pas dans un régime. On n'est carrément pas dans un régime. Non, c'est à l'opposé même. Ou alors c'est un régime particulier, c'est une nouvelle façon de faire et de penser. Donc Sarah, en fait, moi ce que je voudrais savoir, ce que peut-être les gens se posent comme question, c'est comment se déroulent ces séances? Alors déjà, la première séance, on va vraiment analyser ensemble avec le patient d'où vient son problème avec l'alimentation, d'où ça vient, quels sont les régimes qu'il a fait, qu'est-ce qu'il pense même par rapport à la nourriture, quels sont les aliments interdits pour lui. Et ensuite, je lui demande toute la semaine d'analyser ça, parce que quand lui va voir son comportement avec la nourriture, de l'analyser. Quand il revient, on travaille justement là-dessus. Finalement, on essaie de comprendre pourquoi il mange lorsque ça va pas. Et là, à ce moment-là, dès la deuxième séance, on peut commencer le travail de l'imagination active. C'est-à-dire que vraiment, le travail est basé sur deux travails. Le premier, je veux que la personne, elle commence à manger que quand elle a faim ou par plaisir. Et ensuite, le troisième, c'est j'essaye de changer son comportement avec la nourriture quand ça ne va pas. Quand elle est triste, quand elle est anxieuse, quand elle s'ennuie. Et là, 2, 3, 4, 5 séances, c'est l'imagination active qui ressemble beaucoup à l'hypnose d'ailleurs. Je demande à la personne d'imaginer ça, ça, et justement, petit à petit, elle change son comportement. Et on voit, chaque séance, le résultat, si finalement, elle sent dans la semaine que ça a changé, comment elle mange, qu'est-ce qu'elle mange maintenant, est-ce qu'elle a maigri, on voit chaque séance, combien elle a perdu. C'est à peu près 5 séances qu'il faut compter. Le taux de réussite de tes séances sur les résultats, tu l'évalues à combien? Sur 10 patients peut-être ou sur 10 patients, pourcentage, oui. Je pourrais vraiment dire que sur les 10 patients qui viennent me voir, si les 10 patients essayent vraiment, se donnent, n'interrompent pas les séances en plein milieu, les 10 peuvent y arriver. Sans exception. C'est vraiment... On soigne le problème. On le soigne vraiment, le problème. Ah, donc tu es vraiment sûr de toi, hein? Oui, totalement. On soigne le problème. D'accord, donc ceux qui sont assidus et qui viennent te voir régulièrement...
C'est un travail sur soi. Je ne mens pas, oui, c'est un vrai travail sur soi. C'est pas par magie, ils n'arrivent pas chez moi et on fait un tour et c'est bon, ils sont guéris. C'est un vrai travail sur soi et justement, et au bout d'un moment, la personne maigrit et surtout, le plus important, c'est très important que la personne maigrisse. Il n'y a rien à dire. Mais il y a quelque chose de plus important que je mets toujours en relief, c'est surtout sa relation avec la nourriture qui change. Et la personne, bien avant même qu'elle maigrisse, si elle a changé cette relation, elle se sent mieux. Parce que quand on a une bonne relation avec la nourriture, on se sent libéré. On n'a plus l'impression qu'on dépend de la nourriture. On a l'impression que finalement, manger, c'est quelque chose de naturel. Pas trop de questions à se poser. Mais quand une personne façon... Même moi, j'ai des patients qui n'ont pas de problème de poids, mais qui ont une très mauvaise relation avec la nourriture. Bah, même ces gens-là en souffrent énormément. Parce que c'est catastrophique de ne pas aller bien et d'aller manger après. Parce que déjà, si par exemple, je suis angoissée et je vais manger, ça va pas du tout résoudre mon problème. Donc tu vas pouvoir trouver une solution pour compenser au moment où le patient aura cette angoisse, savoir ce qu'il devra faire au lieu d'ouvrir le frigidaire. Bien ce sûr. qu'il doit faire. Je veux pas qu'il compense sur autre chose. Je veux pas qu'il soit dépendant de quelque chose. Alors, on va forcément compenser. On va peut-être, pour ceux qui fument, fumer plus. On en reviendra d'ailleurs lors de la prochaine émission que je vous invite à suivre pour arrêter, selon Sarah, de fumer. Que vas-tu conseiller à ces personnes au moment, en cas de crise d'angoisse? Alors justement, moi mon but, que ce soit avec la cigarette ou avec la nourriture, c'est de ne jamais compenser quelque chose par autre chose. C'est jamais de la personne, voilà, arrêtez de manger, maintenant il va falloir fumer. Ce n'est pas la solution. Là par contre, justement, il y a une vraie interrogation. Pourquoi la personne est angoissée? Moi, je travaille sur le fait que pourquoi elle est angoissée? Pourquoi ça va pas? Et on va trouver une solution à son angoisse. On va pas compenser. Parce que compenser, c'est une dépendance. Toute dépendance est basée là-dessus. Toutes les dépendances, sans exception, c'est quoi? Donc, il faut que ce soit accompagné d'une psychothérapie. Oui, bah bien sûr, c'est ce qu'on fait. Parce que les séances sont là-dessus. On résout donc le problème de fond lié à l'angoisse, lié aux attaques paniques. Bien sûr. Ou alors au vécu de la personne, des fois un épisode dramatique de la vie, qui va faire que finalement, on ne va pas forcément ouvrir le frigidaire ou le placard pour dévorer de la nourriture comme ça, sans raison. Bien sûr. Alors Sarah, je te remercie bien évidemment pour tous ces conseils. Tes coordonnées vont bien évidemment apparaître sous l'écran pour vous afin que vous puissiez venir la consulter, prendre de bons conseils pour maigrir, de nouvelles habitudes et finalement de bonnes habitudes. Moi je demande à voir, hein, je le dis, je le répète, bien sûr, je vais quand même essayer, je ne pourrai pas passer tous les jours, mais en tous les cas tu me donneras des conseils personnels et je reviendrai dans quelques jours pour vous dire s'il y a ou pas résultat. Et c'est en fin de compte les questions que tout le monde se pose. Sarah, je voudrais savoir une consultation chez toi. C'est de l'ordre de combien? Parce que les gens vont me dire, oui, mais combien ça coûte chez Sarah? Est-ce qu'on va encore se ruiner? Ça vaut cher, pas cher? C'est vrai que la vie est dure, donc moi, j'ai besoin de savoir. C'est 250 shekels la séance. D'accord. Ça dure combien de temps? C'est à chaque fois, chaque séance dure 1 heure. Bon, alors je sais pas, chacun selon sa bourse, mais en tous les cas, je pense que c'est tout à fait correct pour maigrir. C'est raisonnable pour un thérapeute, c'est le prix d'un thérapeute. D'accord. S'il y a une psychothérapie, on sait que ça va être sur plusieurs mois, bien évidemment, et si c'est pas remboursé, mais si c'est uniquement sur la nourriture, sur le non-régime, je dirais entre parenthèses, à ce moment-là, il y aura besoin de combien de séances? Pour maigrir sans régime, c'est à peu près, et après chaque personne est différente, c'est vraiment de la psychologie, donc c'est très dur de donner un nombre de séances, mais c'est à peu près 5 séances. Parfois moins, parfois plus. Ça dépend de la personne, mais c'est vraiment en moyenne, ce que j'ai pu voir en moyenne. Sarah, merci beaucoup de nous avoir reçus dans ton cabinet. Prochaine émission, bien évidemment, sur l'arrêt du tabac. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Je vous donnerai les résultats dans quelques jours. À très vite sur sarfatid.com. À très vite sur La Légende. Ciao!